joyeux Halloween. On se retrouve, nous sommes le 31 octobre et ceci est le dernier Vlogtober de 2024. On recommencera l'année prochaine, mais pour l'instant c'est fini. Toute bonne chose ou mauvaise chose d'ailleurs, je sais pas si c'était bon ou mauvais, a une fin. Et dans un mois, on commence les Vlogmas avec les calendriers de l'Avent. J'en ai pas encore reçu. Donc on va voir, là il devrait partir, j'en ai un qui devrait partir le 5 je crois novembre, un vers le 15 et l'autre je ne sais pas. Voilà, donc j'en attends 3 cette année. J'attends une maille à la fois, j'attends maison septembre et ça c'était un bon de saphir et j'attends sur le fil de Bina. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. De toute façon, faut attendre le premier pour ouvrir. Mais j'ai vu que, je sais pas si vous regardez Matsusagi, Laurie, elle a reçu son calendrier de Artemis Yarns. Elle a tout ouvert. C'est une coquine. Elle a tout ouvert le 27-28, je crois. J'ai dit, mais non, mais quel dommage! Payer un tel prix dans un calendrier de l'Avent. Surtout Artemis Yarn, hein, et ils sont pas donnés les leurs. Et tout se spoiler en une fois, quoi. Bon, après, c'est pas un calendrier de l'Avent avec une classe par jour qu'elle a. C'est un calendrier de l'Avent de week-end. Donc, en fait, elle a 4 ou 5 gros écheveaux, je crois. Et elle en ouvre un par week-end. Mais bon, je trouve que c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Moi, je fais pas ça. Moi, j'attends jour après jour. J'ai trop hâte de me lever pour aller ouvrir le calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent même. Je vais m'en reprendre cette année de café aussi. Alors café, je les termine pas en calendrier de l'Avent puisqu'on est en vacances à ce moment-là et que il n'y a pas les cafetières où il faut. Donc on va pas emmener les cafetières dans la valise. Du coup, on les boit en rentrant en général les quelques derniers qui nous restent. Voilà, voilà. Sinon, tout ce qui est laine, ça vient dans la valise. Il reste quelques jours. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, si on commençait par ce que j'ai fait hier. Donc tout d'abord, mon iCord a pas trop avancé parce que j'ai peu eu le temps hier avant de partir de méga tricoter. Donc j'ai un tout petit peu avancé sur l'iCord. Est-ce que je trouve le bon bout? Ça c'était fait. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Hop, j'ai fait que ça. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé de coincer mes fils dans l'iCord. Comme ça, il me reste juste à couper. J'adore, ça fait trop beau de changer de couleur. En plus, là, dans le marron, il y a des nuances claires, comme ça. Ici, là. Et il y en a juste avant le rose. Du coup, ça fait une transition toute douce. J'aime beaucoup. J'aime bien. Donc voilà mon petit iCord qui va grandir aujourd'hui. Qui va grandir. On va faire le tirage au sort et on va voir ce que je prends aujourd'hui. Voilà. Donc encore de quoi faire hein, sur cet iCord. Cette section-là, elle est énorme. Donc voilà. J'ai pas beaucoup avancé, mais c'était pas un que je devais emmener au travail. Enfin, j'avais pas tiré le Vertice Unite au sort hier. Du coup, c'est le midi, en buvant mon café, j'ai réussi à faire ça avant de partir. Voilà, voilà, voilà. Pour le Vertice Unite. Ensuite, au travail, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par mon... Non, avant d'aller au travail, j'ai bobiné un écheveau de Crystal Tricot de sa box de septembre pour commencer mon design de châle.
Pour l'instant, j'ai eu le temps de castanner qu'un écheveau. Pour bien faire, il m'en faudrait 2 puisque je vais faire de la brioche. Mais j'ai juste castanné 3 mailles et je vais le laisser de côté en attendant de bobiner l'autre. Comme ça, je vais pas aller trop loin. Ou alors, je castanne un high-cord. J'ai envie de castanner un high-cord, pourquoi pas. À voir. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais aujourd'hui, je vais castanner ça. Avant de partir au travail, en espérant avoir un peu de temps. Ensuite, donc, au travail, j'ai commencé par mon châle d'Audrey Borrego. J'ai fait 30 rangs hier, donc je suis assez contente. Voilà. Donc, c'est la moitié d'une grille que je dois répéter 4 fois. Donc, si j'arrive à faire 30 rangs par jour, ça fait qu'en 8 jours, en 8 sessions, le châle est fini. Donc là, il m'en reste plus que 7 sessions à faire de 30 rangs. Voilà. C'est trop beau, j'adore toutes les torsades qui partent dans tous les sens. Et après, je vais faire venir l'autre couleur en intarsia. J'ai déjà mon idée de comment je vais la mettre. Ça va être trop bien. Voilà. Donc, je vais changer mon Progress Keeper de place. Alors, pour l'instant, pour le mono en cours de vendredi, c'est lui que vous avez choisi. Vous êtes 3 à avoir voté pour le châle. Et donc, pour l'instant, c'est lui. Donc, si quelqu'un d'autre veut autre chose, n'hésitez pas à voter. C'est sous la vidéo d'hier. Pour demain. Ah, mais j'étais coincée dans le... Donc, si demain, en plus, il est mono en cours, il risque vraiment de bien avancer. Parce qu'il est tellement plaisant à faire. Bon, après, je peux pas le faire dans toutes les situations. Si, par exemple, je dois sortir, quoique demain, non, c'est férié, je vais pas sortir, je pense. Mais, par exemple, en faisant à manger, je vais pas pouvoir le prendre. Il me faut un zéro cerveau pour quand je suis en train de faire à manger. Le soir, quand je vois plus rien, pareil, je pourrais pas le prendre. Pendant le live, je ne sais pas. On verra. Peut-être j'essaierai parce que j'ai le diagramme. Ça fait quand même pas mal de choses à prendre. Ouais, peut-être je peux le faire quand même. On verra. Sur les 2 heures, peut-être j'essaierai au départ et si ça va pas, je prendrai autre chose. Voilà pour mon châle. Nona. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Nona. Je sais pas d'où ça vient. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on a une section ici, là, et c'est cette section-là que l'on va répéter, même là. Ah non, celle-là, on la répète pas. Ça, c'est le bord du châle. Donc, on a une torsade 6, 6, non, pas 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et là, on s'arrête. On a en fait 3 lignes de torsade par section. Et là, je suis en train d'en recommencer une autre. Et donc, avec les augmentations, au fur et à mesure, je vais avoir 2 fois la grille. Je sais pas si on s'arrête à 2 ou si on va plus loin. 40, 80. Ouais, je pense qu'on va plus loin. Donc, moi, ce que je vais faire pour installer mon intarsia, c'est que je vais attendre d'avoir la moitié des mailles de castanet. Et quand on en arrivera à la deuxième moitié, je ferai la première moitié en rose et la deuxième en mauve. Comme ça fera 2 coloris bien distincts. Il faut que je regarde à combien de mailles on arrive à la fin. Je crois qu'on est dans les 180. Et là, donc ce serait 90 à peu près la moitié.
Et là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Donc, il manque à peu près 30 mailles encore. Et ben, c'est à la fin de la première répétition, j'aurai mes mailles en fait. Puisqu'il me reste 30 rangs. On fait une augmentation tous les 2 rangs. Ah non, mais tous les 2 rangs. Donc, il va m'en manquer à la fin du premier diagramme. À voir. Mais normalement, je pense qu'à la fin du premier diagramme, on a toutes les mailles. Quoique non, puisqu'on continue tout le temps d'augmenter en fait. Bon, va falloir que je vois comment je m'organise pour installer ma deuxième couleur. En attendant, ça donne ça. J'adore. C'est une déca, mais comme il y a du cachemire... Non, c'est pas du cachemire. C'est quoi la laine? C'est la laine de Mélise. Je sais pas de quoi elle est composée. Il faudrait que je lui demande. Mais elle est assez douce. Enfin, c'est pas une laine comme la laine de boucle laine, par exemple, la laine de pays, tout ça, elle est beaucoup plus douce que ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans comme race de mouton, mais c'est une race très douce. Voilà, je vous remontre une fois les belles torsades. C'est trop beau. Et l'avantage de prendre une laine rustique comme ça, c'est qu'on voit super bien les motifs. Même sans le bloquer, vous voyez, on voit tout de suite les motifs. Alors que sur une laine super wash, qui potentiellement pourrait glisser et tout, les motifs se dessinent mal, je trouve. Là, on voit très très bien. Ça ressort... en plus, c'est de la grosse laine, c'est de la déca. Du coup, ça ressort vraiment très très bien. Voilà, j'ai hâte de le reprendre pour voir ce que fait un diagramme en entier. Là, j'ai coupé le diagramme en deux. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai passé quoi, 2 heures à peu près. Et je voulais pas être au milieu d'un... Alors, au milieu du diagramme, je suis au milieu du diagramme. Mais j'ai coupé le diagramme en deux, en fait. Sur les 60 rangs, j'en ai fait 30. Et je voulais pas être au milieu d'une torsade ou quoi quand Antoine allait se réveiller. Du coup, j'ai pris un peu d'avance. À 30 rangs, je me suis dit, j'arrête. Je suis à la moitié, c'est très bien. Et après... j'ai pris pas mon Vertice Unite, mon Gogo Dynamo. Je vous le montrerai plus tard. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tiré au sort, donc, le Moloch. Donc, il a avancé. Donc, le Moloch, pour rappel, c'est un gilet de folie ordinaire que je tricote pour Laura de Woolbags. Il faudrait peut-être que je lui mette des petits embouts. Il n'en a pas, lui. Hop. Et donc, le jour du caston, j'avais castonné les mailles et fait 4 rangs de jersey. Et hier, j'ai fait toute la partie rang raccourci. Donc, vous voyez que là, au milieu du dos, on a pas mal de rangs. Et que là, eh ben, on n'en a pas beaucoup. C'est un tout petit dos. Voilà. Donc, il y a une 5, 10, une douzaine de rangs raccourcis à faire. Et ensuite, eh ben, il va se transformer en projet zéro cerveau parce que là maintenant, en fait, ça c'est le dos. Imaginez-vous que c'est le dos. On voit rien pour l'instant, mais c'est le dos. Et eh bien, là, on a le dos et on va descendre en jersey jusqu'au niveau de l'emmanchure. Donc, une trentaine de centimètres en tout. Du coup, là... jersey en aller-retour, je peux faire ça le soir sans problème. Et ben, il va passer en projet 00. Je ne pensais pas qu'il y avait du jersey dans le dos. J'avais pas vu le dos du gilet.
Je sais qu'il y a de la dentelle devant, mais derrière, je savais pas que c'était... Et qu'on commençait en plus par le jersey. Donc ça tombe très très bien parce que mon... Comment il s'appelle? Mon blueberry, j'ai bientôt les 2 manches de terminer. Peut-être même j'ai les 2 manches de terminer. Et donc celui-là va prendre sa place le soir. À moins que je le retire au sort et que je refasse le dos dans la journée, je sais pas, on verra. Mais sinon, je pense que ce soir, je prendrai lui. Je vais l'emmener au travail parce que ce soir, je risque de finir tard. Encore plus tard que d'habitude. Parce que Noël approchant, Ingrid a un peu plus de travail à l'usine. Et du coup, elle m'a demandé si on pouvait faire un peu d'heures sup le soir. Je dis, bon, on n'est pas à 1 heure près. En vrai, qu'on finisse à 22h ou à 23h, c'est pareil, quoi. Voilà. Donc, je risque de finir un peu plus tard ce soir. Donc, je vais le prendre pour l'avancer le soir, même si je le tire pas au sort. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé mon chanson numéro 1. Il est trop beau, j'adore. Enfin, il est trop beau. J'aime pas vraiment les couleurs, mais je me dis que c'est pour me tenir chaud aux petits pieds. Hein. Hier, j'avais encore les pieds glacés chez Ingrid, d'être l'après-midi dans le canapé et j'ai mes chaussettes, mais ça suffit pas. J'ai froid. Voilà, j'ai froid. Et je me dis que... Alors, là, ils ont une certaine forme. J'aimerais bien qu'ils soient encore plus chauds. Donc, j'ai demandé à la designeuse si je pouvais trafiquer le patron pour en faire des chaussons un peu plus chauds. Donc, j'attends la réponse, on verra bien. Si elle me dit non, je préfère que tu laisses comme ça, je vais laisser comme ça et je m'en referai une 2e paire à mon idée. Voilà. Parce que là, en fait, ça fait plus petite ballerine que chaussons pour moi. Voilà. Je sais pas si vous voyez les petites ballerines. C'est assez petit, quoi. Donc, je le regarde, il est juste là. Vous voudriez bien le voir, hein? Ben non. En tout cas, les rayures, j'ai bien réussi à maintenir les rayures 1-1-1-1 puisque j'ai 4 couleurs. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite manip qui n'est pas dans le patron de façon à pouvoir maintenir mes rayures. Et c'est bon, j'ai réussi. Voilà, donc je l'ai indiqué sur le groupe du test. Si la designeuse veut rajouter la technique dans le patron, elle le fera. Si elle le veut pas, elle le fera pas. Moi, je pense que c'est un plus parce que ces petits chaussons, c'est très bien pour utiliser des restes. Et qui dit reste, dit souvent rayures. Donc, ça peut être pas mal d'indiquer une technique pour maintenir les rayures tout au long du chausson parce que à un moment donné, si on fait pas ma technique, c'est pas possible de garder les rayures. Voilà. Donc, je verrai ça avec elle. J'ai pas encore de réponse. Je lui ai écrit hier soir du travail et j'ai pas encore la réponse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé donc en rentrant sur ma manche du blueberry. Alors, hop, on va voir ce qu'il me reste. Oui, il me reste plus grand chose. Hein. Il me reste ça à faire. Voilà, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours à faire. Je vais me le garder pour demain le live, je pense que ce sera bien. 9 tours. Parce que ça m'embête d'emmener la manche au travail pour juste 9 tours et m'arrêter. Ouais, je pense que je ferai ça demain pendant le live. Donc après, après, je serai à l'étape où je vais rejoindre
les manches. Alors, il faut bien que je tienne tout sans rien faire tomber. Les manches au pull, comme ceci. Et ensuite, il me restera le yoke. Donc, ça, c'est plus mon projet zéro cerveau pour le coup. Là, je peux plus le faire le soir sans lumière, sans rien. Ouais, parce que mon sac à projet est trop loin. Les pelotes de bleu que j'ai prises pour le jacquard sont un peu ressemblantes et j'ai pas envie de me tremper, bien sûr, de me tromper. Donc je pense que demain, pendant le live, je termine cette manche. Donc il me reste 9 tours. Ensuite, je bind off, je rabats les mailles autour des anneaux marqueurs pour rejoindre au corps. Et je rejoins au corps. Et ensuite, est-ce que je vais faire le jacquard en live? Peut-être ça peut être mon projet de live. Peut-être. Parce que ce patron, je l'ai imprimé. Donc j'ai le jacquard, la grille de jacquard sur papier. Donc je peux potentiellement plus facilement la suivre qu'un patron sur PC. Parce que quand j'ai le live sur le PC, je ne peux pas faire en même temps un patron sur le PC. À moins d'ouvrir des millions de fenêtres, mais après la grille elle est toute petite, on voit rien. C'est bon pour se tromper tout ça. Donc voilà, mon Lévi qui avance. Non, pas mon Lévi. Mon Blueberry qui avance et qui repasse en projet actif dans la journée pour pouvoir faire le jacquard et le terminer. Après, peut-être que sur le col, je le repasserai en zéro cerveau, on verra. Voilà, voilà. Donc, un qui avance bien. Hop. On va voir quand est-ce que je... Ah, si ça se trouve, je vais le tirer aujourd'hui. Et peut-être que je vais commencer le jacquard au travail. Je sais pas, on verra. C'est faisable. J'ai pas beaucoup de pelotes. Je crois que j'ai 3 pelotes de contrastant seulement, donc ça va. Ensuite, j'ai castanné quoi hier? Oui, j'ai castanné le pull que je vais tester, enfin que je teste, puisque c'est du présent maintenant, il est commencé, pour Malora Design, donc le Quizcal. Alors, voilà mon petit caston. Tout début, je vous ai dit juste je castonne, hein. J'avance pas plus les jours de caston. Il faut d'ailleurs que je castonne aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai à castonner? Ah bah mon châle design, ça je vous en ai parlé. Et je dois castonner le... Comment il s'appelle? Le Resplendence. Je suis en train de bobiner les chevaux là. Et aussi le pull que je vais faire avec Cathy. Je vais le castonner aujourd'hui, t'inquiète pas Cathy. Juste, je fais ça. Je castonne les mailles pour qu'il soit fait. Je l'avance pas, je t'attends, j'attends que tu aies ta laine parce que Cathy a reçu sa laine mais elle n'a pas ouvert le colis encore. Petit problème technique. Alors, le pull que l'on va faire ensemble, je vais vous dire ce que c'est. Pull. Non, c'est pas celui-là. C'est cette wishlist là. Donc c'est le pull Alta. Je vérifie hein, parce que j'ai un bundle de pulls que j'avais sélectionné. Il y en a plein que j'ai envie de faire. Cathy, il faut qu'on se dépêche à le tricoter. Il y en a plein que je veux faire dedans. Oui, donc c'est le pull Alta que je vais faire donc en duo avec Cathy. Alors, je vous montre. Hop. Une beauté encore tout en torsade. Alors là, on a de la dentelle. Enfin, on a des trous-trous.
Moi, je pense que je vais pas faire les trous-trous. Je vais faire des mailles soit en droit, soit envers. Je sais pas encore comment ça se présente à côté. Mais ces 4 colonnes-là, je vais les changer. Voilà. Sinon, on va faire ça. Je sais pas si c'est un bottom-up ou un top-down. On va aller voir. Ah bah je l'ai encore même pas acheté. Dis donc, il serait peut-être temps pour le castanner aujourd'hui. Donc c'est de la DK, on a de la sport. Donc pour moi c'est parfait parce que comme ça j'aurai moins d'aisance positive. Donc on commence à 81 cm 5. Donc moi je vais faire la plus petite taille. C'est du bas vers le haut. Ok, donc c'est un bottom up. Ça va aller Cathy? Du bas vers le haut? Je pense que oui, hein. Ah, il est travaillé à plat? J'avais pas vu ça. Il est travaillé à plat. Est-ce que Cathy, on n'en profiterait pas pour le transformer en rond? Ouais, il va falloir que j'achète le patron pour voir comment il est. Apparemment, il est à plat. Bon, il est à plat et avec couture. Donc, est-ce que Cathy, je te pose la question, est-ce qu'on le tricote à plat et qu'on fait les coutures ou est-ce qu'on le transforme et on le fait en rond? Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'en plus, c'est des manches montées. Donc, si on le fait en rond, on a juste à tricoter le dos en même temps que le devant jusque là. Ensuite, on monte le dos, chaque demi-devant, on fait un rabat à 3 aiguilles aux épaules ou un grafting, peu importe. Et ensuite, on relève les mailles pour tricoter la manche en rond. Ça, on peut tricoter la manche en rond, je pense. Et le col, après, à rajouter aussi. Par contre, le col est trop... il baffe trop. Vous voyez celui-là? C'est ce que je vous disais hier pour les cols. Moi, j'aime quand les cols, ils me tiennent comme ça. J'aime pas quand ça baffe comme ça. Et le col, là, il y a beaucoup trop de mailles. Donc, moi, je pense que je monterai beaucoup moins de mailles pour le resserrer. Parce que ça, concrètement, ça sert à rien, quoi. Moi, j'aime bien que ça tienne chaud comme ça quand on est bien emmitouflé. Voilà. Donc Cathy, dis-moi si tu comptes le faire à plat ou en rond. Est-ce que tu as déjà acheté toi le patron? J'avais pas remarqué jusqu'à là qu'il se faisait à plat. J'essaie de regarder les commentaires. Il n'y a pas de commentaires sur la forme. Article de blog. Ah bah non, il se fait en rond. Ah, je crois que quelqu'un a tenté de le faire, mais elle l'a détricoté. Elle l'a abandonné. Je sais pas s'il se fait en rond ou pas. Ah non, il doit se faire à plat, hein. Je vous montre les photos. Donc on a ça en photo. Donc les manches se font à part, ça me choque pas. Puisque c'est un bottom-up, donc c'est normal. Mais ça, je pense que c'est le dos. Ah ouais, et ça le devant. Bon, bah il se fait à plat avec couture, je pense. Mais on peut le transformer et le faire en rond si tu veux, Cathy, je t'aiderai. Elle n'a pas l'air de le faire en rond. Je pense que ça c'est le Je pense que c'est le devant. Parce que là on voit les manches là-haut et là je pense que c'est le dos qui est mis de côté. Tout ça c'est mis de côté. Et donc elle termine par le devant.
C'est bien parce que le dos, c'est tout en jersey. Donc ça en fait un projet zéro cerveau. Et en même temps, on peut faire le devant quand on a du cerveau disponible. Trop bien. En fait, il y a, je vous retourne, des avantages et des inconvénients à toutes les formes de patrons. Parce que là, vous voyez, bon, c'est un bottom-up. Moi, les bottom-up, ça me dérange pas. Je connais ma taille. Je sais que sous emmanchure, il me faut une trentaine de centimètres. Donc, en fait, bah, voilà, je monte jusqu'à 30 centimètres. C'est comme quand on vous dit, à partir de l'emmanchure, tricoter 30 centimètres vers le bas. Et ben là, vous les montez et après seulement vous faites les manches. C'est exactement pareil, sauf que c'est à l'envers. Mais la mesure reste la même. Et l'avantage là de ce pull que je vois, c'est qu'il peut être zéro cerveau et en fait on peut le tricoter en deux temps. Si on a du zéro cerveau, on fait le dos. Et si on est à un moment où on peut plus faire des torsades et tout, on fait le devant. Du coup, en ayant les deux parties en même temps sur des aiguilles différentes, enfin à plat du coup, on peut avancer potentiellement un peu plus vite. Et ça, c'est pas mal. Faudrait prendre un cake pour le dos, un pour le devant. Et comme ça, on avance en même temps, en parallèle, soit le dos, soit le devant, en fonction du temps que l'on a et ce que l'on peut faire. Ça, c'est pas mal. Alors que si on le transforme en rond, certes, il n'y aura pas de couture, mais une fois que le pull est lancé, ben, il faut se dire qu'il faut pouvoir faire les torsades en même temps que le dos, en fait. Parce qu'on va faire un rang de torsade, un rang de jersey, un rang de torsade, un rang de jersey, du coup. Et ouais, du coup, à réfléchir. Cathy, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu veux le faire en rond ou à plat? Moi, je te suivrai, il n'y a pas de problème. J'ai assez d'encours pour me trouver un zéro cerveau si besoin. Au pire, je remonte une paire de chaussettes. Voilà. De toute façon, là, je vais avoir le deuxième chausson à castonner pour l'instant. Donc ça peut être mon zéro cerveau aussi, parce que c'est franchement très très simple. C'est un patron, voilà, je l'ai testé en 2 sessions de tricot dessus. Hein, donc, très simple. Malgré la difficulté des rayures que je me suis rajoutée. Voilà, sinon, donc voilà pour ce pull. Donc il me manque le pull là à cassonner, donc je reprends. Le Resplendence, le châle design et demain la capuche Bombec. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à castonner. Après c'est novembre, c'est les projets de Béatrice. Je pense qu'on est bien. Donc ça me fait 4 castanes aujourd'hui. J'y arriverai pas. Je vais pas y arriver, j'ai pas le temps. Il faut absolument. Donc le Resplendence, ça va être bobiné. Le châle test design, ça va être fait aussi puisque c'est déjà bobiné. Par contre, les chevaux de rose que j'ai teints pour le pull là Alta, il n'est pas encore bobiné et ça je peux pas l'emmener au travail parce que bah il fait 300 grammes et je vais en avoir pour 10 ans à le bobiner. 300 grammes, ça me prend à peu près 1h15 à bobiner. Donc, je sais pas où je vais trouver les 1h15 aujourd'hui. Bon, au pire, je le castonnerai demain, c'est pas grave. Vous m'autoriserez à déborder un petit peu sur le 1er novembre si jamais j'ai pas le temps de tout castonner aujourd'hui. Et la capuche Bombec, bah, de toute façon, c'est demain aussi. Donc, voilà. Donc, on est bien. Aujourd'hui, on va faire 2 castones. Demain, 2 castones. Comme ça, c'est bien. Alors, le pull, donc pour Malorae Design, donc c'est le Quizcal, donc que l'on tricote en doublant du mohair. Alors, normalement, il faut 3 couleurs. 3 couleurs fois à peu près 500 mètres chacune.
Moi, j'ai décidé de partir sur des pelotes que j'avais. Donc, j'ai pris plein de pelotes. J'ai pas mal de pelotes de mohair de différentes couleurs. Et je vais tout mélanger pour faire des rayures. Donc, en fait, pour la première rayure, j'ai décidé de mélanger ces deux-là pour réveiller un peu ce gris et atténuer un peu le bleu. Et je trouve que ça fait bien. Bon, là, on voit pas encore grand-chose, mais voilà ce que ça va donner. Donc, on verra plus de bleu que de gris, puisque c'est un bleu assez électrique. Et comme ça me permet de passer une pelote de gris. Ensuite, je vais doubler ensemble ces deux-là. Alors, il faut que je regarde si j'ai 500 mètres. Là, j'ai à peu près 200 mètres dans une, donc ça fait 400 mètres dans deux. Donc, normalement, il me faut plus de 2 pelotes par rayure, enfin par couleur. Là, j'ai 450 mètres, je crois, dans celle-ci. Je sais pas. C'est de la Kid Silk. J'ai combien de mètres? 210. Donc ça me fait 420 mètres. Donc si j'ai pas assez, après j'ai de quoi refaire d'autres petits combos. Donc je vais faire ça. Donc mélanger les deux là ensemble, les deux là ensemble. Si il m'en manque encore, je mélangerai les deux là ensemble. Et j'ai aussi, je peux faire des mélanges de verre. Donc je crois que ce sera mes 3 gammes de couleurs en fait. Bleu, gris. Rose, comment on dit ça? Ardoise, tuile. Je sais pas. Oui, tuile. Enfin, coloris de tuile quoi. Faire un mélange des deux là. Et faire un mélange des deux là. Donc je vais commencer comme ça. En essayant de favoriser d'abord les restes. Donc ça, je vais peut-être pas prendre tout de suite. Je vais peut-être commencer par prendre ce qui est déjà entamé. Puisque j'ai pas mal de restes. On me les a données, celles-ci. Et j'ai 2 pelotes plus... J'ai quoi? J'ai une pelote plus les restes. Ouais, j'ai une pelote plus les restes. Donc, je vais d'abord essayer de passer tous les restes. Donc ça, doublé, bah ça, alors j'ai ça aussi que je peux mettre. Ah bah ça, c'est mes restes de quand j'ai fait cette robe-là. J'ai mélangé les chevaux que j'avais teints au lilas avec ce petit rose-là. J'ai ça aussi en reste. Donc je vais d'abord passer tous mes restes et après je verrai si en bleu j'en ai un peu plus de restes, forcément, hein, c'est du bleu. Mais tout en essayant de respecter le code couleur. Il me reste encore un peu de gris aussi, ça c'est le reste du Cecilia Sweater, ce gris. Avec ce gris et celui-ci. Ça c'est le Cecilia Sweater que j'avais fait. Donc ça j'ai des restes. Sinon j'ai des pelotes pas entamées. Je me dis que je ferais bien le cocoon de Longue avec Anna, je crois.
en reste comme ça aussi de mohair. Parce qu'en fait, il m'en reste pas mal. Donc voilà, j'ai sélectionné tout ça pour le pull, mais je pense que j'en aurai trop. Du coup, avec les restes, je pense que je me ferai un cocoon. Donc, je vais d'abord là privilégier les restes. Donc, pour l'instant, je mélange ça. Ensuite, je vais mélanger sûrement ça. Et si j'ai pas assez, j'entamerai la pelote rose là. Puisque des roses, j'en ai pas d'autres d'entamer. Ensuite, je ferai une rayure verte. Donc, j'ai rangé le mohair, mais enfin l'autre. Du coup, je ferai une rayure verte. Je peux même la passer avec du gris, ça pourrait le faire, vu que j'en ai une autre d'entamer. Ça m'éviterait d'entamer l'autre verte. Et puis, si besoin, j'ai d'autres bleu-gris à mélanger ensemble pour essayer de tout faire avec des restes. Voilà, ça va être ma priorité. Finir les restes. Et après, avec toutes ces autres pelotes, eh bien, j'envisagerai un autre pull. Ou alors, si je vois que vraiment j'en ai trop, je vais peut-être essayer de demander à ma Lorae si je peux l'allonger en robe. À voir. Je sais pas, on verra. Tout dépend où j'en serai fin. Celui-là, il est pour fin novembre, il me semble. Mais quand je vais me mettre dessus, il va avancer assez vite puisque c'est que du jersey. C'est que du jersey et je le tricote. Alors normalement, je crois qu'il se tricote en 4. Et moi, je suis descendue en 3,75, je crois. C'est ça. Donc voilà pour le Quizcal. Donc pull entièrement en mohair double. Voilà, j'ai hâte de le reprendre aussi lui parce que j'ai hâte de voir le mélange des couleurs, ce que ça va faire. J'avais pas envie j'ai encore plein de mohair en stock, mais j'avais pas envie d'entamer des écheveaux. J'ai des écheveaux par 2 par exemple. Et je me dis que je peux me faire un pull entier, genre une cumulus blouse. Je pense qu'elle passe dans 2 écheveaux entiers. Ou alors faire un truc à rayures, mais par exemple le cocoon, il me plaît pas mal ce pull. Ou il y a celui de Petite Nit, je crois, elle en a un aussi en mohair. Donc peut-être plus tard, j'en ferai un autre. Voilà, donc pour le Caston d'hier. Sinon, je vais vous parler du châle de Stephen West maintenant, puisque je vous ai parlé de tout le reste. Non, on va faire le tirage au sort d'abord, que vous puissiez savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Hop, je prends donc mes petites étiquettes. Donc, je regarde si j'ai bien remis ceux d'hier dedans. Oui, c'est bon. Hop. Donc, d'abord, le tricot hors test. Donc là, j'en tire un. Hop. Ah, la Cecilia Dress. Trop bien. Je suis trop contente. Je vais faire de la brioche. C'est trop bien. Voilà. Et ensuite, dans les tests, qu'est-ce que je vais faire dans les tests? Hop. Les chaussettes de Lily. Je vais en prendre un autre. Parce que ça, c'est assez zéro cerveau. Les chaussettes de Lily, il faut que je mesure. Mais je pense que j'arrive quasiment au talon là. Et décidément. Non, mais je vais changer là, c'est pas possible. J'ai avoir fini le châle en 3 jours. Le nona. Bon. Ah, je mange du mohair. Donc, c'est reparti pour des torsades.
Au moins, une fois qu'il sera fini, je le tirerai plus au sort. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Nona, les chaussettes de Lily, la Cecilia Dress. Et j'ai dit quoi d'autre? Je vais castonner le deuxième chausson aussi en tricot zéro cerveau. Et en zéro cerveau, j'emmène le Moloch. On ne sait jamais, des fois que j'ai fini le chausson. Voilà. Sinon, je ferai en priorité le chausson puisque j'ai froid à mes petits pieds. Voilà donc pour aujourd'hui, quels vont être mes encours. Donc, à préparer tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, je touche pas au Gogo Dynamo. Le vertige chez Yuna, je vais quand même essayer de l'avancer ce matin avant de partir. Si j'ai le temps, c'est pas grave si ça traîne encore un peu. Mais j'aimerais bien récupérer mes aiguilles parce qu'à force de faire des cassons, j'ai plus d'aiguilles. Du coup, ouais, il faudrait que je termine quelque chose. Et le châle, là, il me prend deux câbles encore. Hein. Celui où il y a les mailles en attente là et celui avec lequel je tricote. Après, celui avec lequel je tricote, je pourrais, j'ai pas de double pointe. Ça veut dire que je pourrais faire l'i-cord avec des doubles pointes parce qu'on n'a que 4 mailles maximum sur l'aiguille. Donc en vrai, pour faire un l'i-cord, le câble sert à absolument rien. Ou alors, je vais regarder pour reprendre des aiguilles droites. Pas bête. Je me fais attaquer par du mohair, au secours. Je pense que je vais défaire mon aiguille là. Alors, j'arrive pas à l'enlever. Et reprendre des aiguilles droites pour tricoter l'i-cord à la place en aiguille droite. Comme ça va me libérer ce câble. Qui est du 3,5 en plus à un diamètre dont je me sers pas mal. Et vu que je dois castonner 2 châles aujourd'hui, peut-être que 3,5 ça me servira. Donc je vais faire ça, je vais reprendre l'i-cord sur des aiguilles droites. Je pourrais aussi le faire sur des mini circulaires, si j'ai des 3,5 de libre. Peut-être que ça suffit aussi pour faire l'i-cord. Je vais voir, mais je vais récupérer mes aiguilles. De toute façon, je vais en avoir besoin pour les sols, c'est sûr. Donc voilà. Bah, sur ce... Non, je vous laisse pas, il y a le livre aussi. Et le Gogo Dynamo, j'allais partir, ça y est. J'étais prête à aller castonner là. Donc celles et ceux qui ne veulent pas voir le Gogo Dynamo, vous pouvez passer. Alors on se dit combien? Il est 43, on se dit, allez 45, j'ai pas grand chose à dire. À 45, vous pouvez revenir pour le livre. Donc le Gogo Dynamo, attention, 1, 2, 3. Hop, le voici, le voilà. J'ai terminé la Stripe 3, oui. Donc les rayures numéro 3. Et donc il m'en restera un à faire. Je l'ai pas recastonné hier. Après je suis passée au Moloch. Donc voilà, j'ai juste fini le troisième donc triangle de jointure, on va dire. Troisième jointure entre les arcs de cercle. Et là, bah, il m'en manque une à faire, puisqu'il y en a 4. Alors, je sais pas, non, il va pas fermer en rond, bah non, puisque c'est un châle. Je sais pas à quoi il va tenir, l'autre, on verra.
Ben, comme ça. Voilà, il va faire comme ça. Et tenir à rien, comme ça. Voilà, on va refaire le même de l'autre côté. Voilà, voilà. C'est-à-dire que on va venir le castanner ici, du coup. Hop, comme ceci. Voilà, donc ça, bah, c'est pas pour aujourd'hui. Hop, je cache. Ça, c'est pas pour aujourd'hui puisque je ne l'ai pas tiré au sort. Et bah, on verra quand est-ce qu'il va revenir. En tout cas, eh bien, voilà pour tous mes tricots. Euh, vous avez peut-être l'impression que j'en ai beaucoup là, Martine. Mais c'est parce que j'ai tout castonné en même temps. D'habitude, j'attends qu'il y ait un à une certaine... arriver à une certaine section pour en castonner un autre. Là, vu qu'à partir de demain, j'ai plus le droit de castonner autre chose que du Béatrice Mas pendant un mois, tout ce que je dois faire, par exemple les tests, je sais que je dois les faire pour décembre, je les ai castonnés avant, de façon à les étaler sur le mois de novembre en fait. Parce que si j'attends le 1er décembre pour castonner tous mes tests de décembre, je vais être un peu à la bourre, je pense. Et je risque de m'ennuyer au mois de novembre en plus. Donc, j'ai préféré castonner là tout ce que j'ai à faire. Et maintenant, sur tout le mois de novembre et tout le mois de décembre, je vais pouvoir étaler et finir tous mes encours que je viens de commencer maintenant. Déjà tous les tests, c'est sûr. Les chaussettes de Lily, bah, elles vont être finies très rapidement. Ensuite, en test, j'ai le châle Winterfell. Ça, c'est pour le 15 décembre. Donc, tu vois, j'ai le temps. Le test secret chausson, ça, je peux même l'enlever de la liste, je pense, parce que, bah... Je vais le faire j'arrive plus pareil. J'ai castonné le deuxième aujourd'hui. Du coup, j'ai plus besoin de le tirer au sort. Donc ça, je vais l'enlever puisque demain, enfin non, pas demain. Quoique demain, je peux le finir demain soir peut-être. Vu que demain, je serai en mono en cours et que si c'est le châle d'Audrey, je pourrais pas le faire le soir. Je peux terminer mon chanson demain soir. Le Pac-Man, c'est pour quand? Je crois que c'est pour vers le 20 novembre. Il faudrait peut-être que je marque les dates en dessous. Donc le Winterfell, 15 décembre. Le Pac-Man, on va dire 15 novembre. Pour être sûr de ne pas déplacer la date. Je préfère me donner quelques jours de moins et au moins j'avance. Le Vertige chez Unite. Est-ce que ça vaut encore vraiment le coup que je le mette Ouais, je le garde. Le Quizcal, c'est pour quand? Pour fin novembre aussi, je crois. On va dire le 25 novembre, je sais plus du tout la date. Le Moloch, bah, j'ai pas de date. Et le reste, j'ai pas de date. J'ai plus que ça en test. Bah ouais, j'ai plus de test. Ça y est, c'est fini les tests. Ah, il y a le Nona. Le Nona, je l'ai pas... Oui. Donc Nona, c'est pour le 17 novembre. Donc voilà, tout est à peu près pour fin novembre, entre le 15 novembre et le 15 décembre. Après, j'ai plus rien. J'ai plus de tests, c'est fini. C'est la grève des tests. Non, j'en reprendrai, mais j'ai aussi celui de Béatrice Mas que je vais castonner peut-être demain ou après-demain, on verra. Mais du coup, ouais, bah, les tests, j'ai quasiment plus rien là. Hein. Si j'avance sur 2 tests tous les jours comme je fais en ce moment, c'est pas mal. Ça me permet de bien avancer mes tests. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Hop. Ensuite. Et bien ensuite, on va passer au livre. Puisque là, je crois que je vous ai tout dit. Et j'ai plus rien à vous dire. Donc celles et ceux qui ne veulent pas voir le livre, je vous montre quand même de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler teinture aujourd'hui. Puisque Catherine de la chaîne... comment tu t'appelles Shani Princesse.
C'est ça, hein? Chania Princesse. Je vous mettrai sa vidéo sous la vidéo. M'a demandé de parler teinture. Donc comme c'est le dernier jour, eh bien je vais vous parler du livre de teinture que j'ai. C'est le seul. C'est le livre que j'ai acheté dans le kit de démarrage chez Lily Neige avec mes premières teintures. Et alors par contre, je ne vais pas pouvoir vous lire tout le livre parce que elle donne tout le temps plein de techniques en fait. Donc je vais pas pouvoir tout vous dévoiler, mais je vais vous lire les grandes sections que vous pouvez retrouver dans le livre pour voir si vous intéresse ou pas. Voilà, parce que je peux pas par exemple si j'ouvre à la page bon, les fibres, tout ça, je peux vous les décrire. Mais par exemple, je vais pas pouvoir vous donner le pourcentage de poudre à mélanger dans telle quantité d'eau. Enfin, tout ça, c'est un peu des secrets de fabrication. Et par exemple, les autorayants, pareil, je vais pas vous lire comment faire un autorayant. Je trouve que c'est un peu voler le livre et j'ai pas envie quoi. Un livre c'est un bel objet et je peux pas tout vous dévoiler ce qui est écrit dans le livre, sinon ça sert à rien de payer un livre 21,90 € si on se le partage. Hein. Voilà. Donc je vais quand même en fait je vais prendre la table des matières et je vais vous dire ce que vous pouvez trouver dans le livre. Il n'y a pas de table des matières. Super. Je suis mal barrée du coup. Est-ce qu'elle est à la fin? Voilà. Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Donc je peux pas, clairement pas, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles machin. Donc j'ai pas envie de tout vous lire, je serai dans l'illégalité. Je vais vous donner les grandes lignes du livre et s'il vous intéresse, soit vous l'empruntez dans une médiathèque si jamais vous avez la chance de l'avoir en médiathèque. Je ne sais pas si je trouve en médiathèque. Peut-être vous pouvez demander l'achat à votre médiathèque. Parce que la médiathèque, en fait, quand elle achète un livre, elle achète les droits d'auteur en même temps. Moi, j'ai pas acheté les droits d'auteur, donc j'ai pas le droit de diffuser les livres à outrance comme ça. Donc je peux pas tout vous lire, mais je vais vous donner les grandes lignes. Voilà, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez rester. Les autres, eh bien je vous dis à demain. Et demain, n'oubliez pas, il y a live de 14 à 16. Je vous retourne. Donc, teinture, technique et inspiration. Donc, le petit logo de Lily Neige. Comme c'est elle qui l'a... Oh, il y a un volume 1, ça veut dire qu'il y a un volume 2. Il faudra que j'aille voir ça. Alors, technique et inspiration. Donc, le matériel en 1. Donc, c'est un matériel, je peux vous montrer. Donc, on a besoin d'un faitout, d'une cocotte minute. Ou moi, je prends un plat... j'ai une cocotte minute et j'ai un grand plat de traiteur. Une pince en inox. Non, moi je prends pas la pince en inox pour mélanger, je prends juste une cuillère. Un lien. Ça, j'ai des liens. De la laine pour lier les écheveaux. Ça, moi je prends quand je bobine un écheveau et que je coupe les fils là. Ça, ces bouts de fil, je les garde. Et je lie avec, je fais des nœuds, je m'en sers en fait pour faire des nœuds quand je fais de la teinture. Donc c'est-à-dire que pour lier les écheveaux que je vais teindre, j'utilise les vieux fils que j'ai découpés. Un gant isolant, moi je m'en sers pas. Ensuite, des petits bocaux en verre style confiture pour mélanger les poudres, ça je m'en sers énormément. Un fouet pour mélanger, non, ça j'ai pas.
Des bouteilles vides pour les solutions mères, j'ai pas non plus. En plus, très mauvaise idée, hein, mélanger les solutions chaudes dans du plastique, ça fond. Enfin, je sais pas pourquoi moi je fais surtout pas là-dedans. Moi, je fais dans des bocaux en verre. En fait, j'ai gardé des grands bocaux en verre, voire des bocaux d'un litre dans lesquels il y avait de la soupe. En fait, j'ai que des bocaux en verre. Bocaux de jus d'orange, bocaux de soupe, etc. Mais surtout pas de plastique. Parce que quand vous versez l'eau qui sort de la bouilloire dans le plastique, la bouteille, je lui donne pas 2 secondes sans fondre. Hein. Du papier pH, bah, je m'en sers pas, j'en ai pas. L'entonnoir pour transvaser du pot de dilution à la bouteille. Et ben moi je fais pas comme ça puisque je fais tout dans le bocal. Donc j'ai pas d'entonnoir. La bouilloire, oui. Et la balance. Alors je me sers pas d'une balance, je me sers d'une cuillère mesureuse. Masque, pas bien, je m'en sers pas. Gants, pas bien, je m'en sers pas non plus, mais pour ma défense, j'ai une main trop petite pour aller dans le gant et je suis pas habile en fait quand je porte des gants. J'ai les mains qui glissent tout le temps dedans et du coup bah, c'est plus un risque de me brûler parce que je tiendrais mal à un bocal chaud ou quoi et le renverser. Du coup je ne prends pas de gants. D'où le fait que mes ongles soient très souvent teints. Et là, ils le sont encore un petit peu de la dernière teinture. Thermomètre, j'en ai pas non plus. Je vois à peu près, je fais au pif. Un seau très souple, pratique pour faire tremper les échevaux. Eh bien ça, je n'en ai pas non plus. Je fais dans mon évier ou dans mon plat de boucher. Enfin, plat de traiteur. Lunettes, j'en ai pas non plus. Et protéger vos vêtements avec un tablier, et ben j'en ai pas non plus. Voilà, je fais attention. Seringue, j'en ai grâce à Cathy. Merci Cathy. Brosse à dents pour faire des speckles. Moi, je me sers pas de brosse à dents parce que ça éclabousse partout. Je me sers d'une petite cuillère que je tapote comme ça sur le côté. Ou alors, je prends entre mes doigts et je saupoudre comme ça. Un récipient micro-ondes. J'ai pas de micro-ondes, donc ça risque pas d'arriver. Verre gradué, ben non. En fait, je pèse, je sais que ma bouilloire fait 1 litre, donc je remplis à 1 litre et puis voilà. Essoreuse à salade, j'en ai pas, mais c'est vrai que bah, je pourrais tordre les écheveaux comme ça, mais j'en ai pas. Flacon souple verseur permettront de cibler l'endroit exact. Alors moi, je me sers de la seringue pour ça. Ensuite, donc, consigne de sécurité. Porter des gants. Alors, en fait, ça, c'est des consignes générales, mais moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la teinture et j'ai jamais fait ça, il m'est jamais rien arrivé. Alors, c'est pas parce qu'il m'est jamais rien arrivé qu'il ne peut jamais rien m'arriver, mais le principal, comment dire, le principal conseil, c'est pas ça, mais c'est quoi que vous fassiez, faites hyper attention, tout simplement. À partir du moment où vous faites attention, bah voilà quoi. Vous minimisez les risques qu'il vous arrive quelque chose. Donc ça, c'est des propriétés physio-chimiques, stabilité, réactivité, tout ça. Ça, j'ai même pas lu en fait. Ensuite, les colorants. Donc on en a plusieurs sortes. Moi, j'ai des Greener Shade. Et j'ai les nouveaux... comment ils s'appellent je sais plus leur nom. C'est les nouveaux de Lily Neige. Les Karen va me le souffler. Je sais plus. C'est un arc-en-ciel dessus, je crois. Donc, qu'est-ce qu'un colorant? Les pigments. Dans le cas de la teinture fibre animale ou végétale, on utilise des colorants ou teintures. Qu'est-ce que la teinture? Les différents types de colorants d'utilisation courante. Donc vous avez les colorants alimentaires
Moi, je m'en suis jamais servi, j'ai jamais testé parce que je pense qu'au fil des années, ça s'en va, les colorants alimentaires. Et moi, quand je me tricote à quelque chose, bah, j'ai envie de le garder plus de 2 ans, quoi. Et du coup, je pense que ça tient pas très bien, les colorants alimentaires. On observe une utilisation massive de colorants dans l'alimentation, les couleurs attirant fortement les consommateurs. Les colorants alimentaires sont tous référencés par un code composé de la lettre E suivi de 3 chiffres. Il existe 3 familles de colorants alimentaires. On a aussi les colorants végétaux. Alors, colorants végétaux, j'ai déjà testé la pelure d'oignon, enfin la peau d'oignon et la pelure d'avocat, enfin la peau d'avocat. J'ai déjà testé aussi le lilas, du coup. J'aimerais bien tester le pissenlit. C'est une plante qui tâche énormément. Il y a rien qu'à voir quand on cueille des pissenlits, ça tâche énormément. Donc j'aimerais bien faire un beau jaune pissenlit un jour. Mais il faudrait que j'ai assez de pissenlit, de têtes de pissenlit. Et j'en ai pas. Voilà, tout simplement. Karen m'avait donné aussi des graines à planter pour avoir une plante qui donne du colorant végétal. Et ici, bah, je peux pas trop les planter, donc pour l'instant, j'ai toujours les graines. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Mais colorants végétaux, c'est pas dit que je ne réessaie pas. J'ai même envie de réessayer parce que le lilas, ça m'avait beaucoup plu. La couleur que j'avais obtenue avec les pelures d'oignon, j'ai bien aimé aussi. Je me suis fait un pull avec. Par contre, l'avocat, ça m'a donné un vieux rose marronné. J'ai pas trop aimé le résultat. Voilà. Alors, on a le chou rouge aussi qui tache énormément, c'est vrai. Mais moi, je préfère le manger. Et comme le chou rouge, je le cuis pas forcément, je le fais surtout en salade. Donc voilà, quelques exemples d'aliments ou de végétaux que vous pouvez utiliser pour la teinture. Le curcuma, alors c'est faisable, mais moi je vous le déconseille. En fait, tout ce qui est en toute petite poudre comme ça, je vous le déconseille parce que vous avez de la poudre plein la laine après. La myrtille, pourquoi pas, ouais. C'est quoi ça? C'est des épinards? Des feuilles d'épinards. Ah ouais, la betterave rouge, forcément. Peut-être j'achèterai de la betterave. Alors je pense que ça se fait juste avec les racines, la coloration. Il y a aussi les haricots noirs qui teignent très très bien. Donc on a des teintures à froid. On a des colorants acides. Alors, pas de panique, un colorant acide n'est pas un colorant à l'acide fort caustique. C'est un colorant qui a besoin d'un milieu acide lors du processus de teinture. Cet environnement acide créé par l'ajout du vinaigre ménager par exemple est indispensable pour pouvoir former un environnement favorable à la fixation de la couleur. Teinture acide fort, ça j'en ai pas. Teinture acide neutre. Mais vous voyez, plus c'est fort, plus ça résiste. Donc c'est pour ça que les colorants alimentaires, j'essaye même pas quoi. On a des teintures donc universelles. Alors, des marques de teinture. Jacquard, ça peut, vous pouvez taper sur YouTube pour voir, pas sur YouTube, sur internet pour voir où en trouver. Donc Jacquard, Dharma Acid Dyes. Donc ça, je vous le déconseille parce qu'à mon avis, ça vient d'Angleterre vu le nom. Et vous allez payer des frais de douane pas possible. Lanacet, je ne connais pas. Eurolana, je ne connais pas non plus. Je connais que Jacquard. Je connais Greener Shade, donc de Lily Neige. Ashford, je connais de nom aussi. Et la dernière, mais elle n'était pas dans le livre parce qu'elle n'existait pas, celle que j'ai en ce moment aussi,
Vous la trouvez sur le site de Lily Neige. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc on a un label GOTS. Moi, je fais toujours attention de prendre du label GOTS. C'est-à-dire que c'est pas nocif pour l'environnement et pour nous et pour les animaux. Donc là, il n'y a pas de label par exemple. Ashford non plus. Rit non plus. Jacquard non plus. Là non plus. Résistant, très résistant au lavage, mais aucun label. Aucun label non plus. Donc faire attention à ce que vous utilisez comme poudre. Comparatif de la teinture acide pour un poids fibre. Donc pour 10 grammes de teinture, prix pour teindre 1 kg. Poids pour teindre 1 kg, 26 grammes. Donc il vous faudrait plus de 2 paquets. Enfin, les paquets en général sont vendus par 10 grammes. Donc là, il vous faudrait 2 paquets et demi pour teindre 1 kg de fibres. Donc à prévoir quand vous achetez vos colorants, parce que là par exemple pour un 10 grammes, 6 à 16 grammes par 10 grammes, il vous faut 6 paquets de teinture pour avoir 1 kg de laine. Donc c'est à réfléchir, hein, parce que il faut, enfin, tout dépend de la laine que vous avez à teindre. Donc là, on a des fibres animales, on peut teindre les fibres animales. Donc le mouton. Les moutons tondus produisent 4 à 9 kg de fibres par animal pour un an. Ça fait pas beaucoup, hein. Quand on regarde 9 kg par an, ça fait 9 kg, ça fait 90 écheveaux. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Ensuite, on a le polwarth. Je vous montre les petites bêtes. Le Blueface Leicester. Donc, il s'appelle comme ça parce qu'il a la tête bleue. Le Superwash. En surface, la fibre est composée d'écailles qui s'ouvrent sous l'effet de la chaleur. S'il y a du mouvement et du savon, elles vont s'accrocher entre elles au point de ne plus pouvoir se décrocher. C'est ce qu'on appelle feutrer. Cette action est favorisée par l'eau froide qui, elle, va refermer les écailles. Ces conditions se retrouvent lors du lavage en machine. Pour éviter que la fibre feutre, il est nécessaire d'avoir une action sur les écailles ou laver à la main. Un traitement Superwash est très gourmand en produits chimiques et en utilisation d'eau. La première étape est un traitement à la soude caustique, donc ça c'est très nocif. Tous vos écheveaux Superwash, quand vous les lavez, c'est très nocif parce que ça rejette de la soude caustique et dans l'air et dans les tuyaux et donc dans la nature. Et l'hypochlorite de sodium, ce mélange créant des composés de chlore organique absorbables. La fibre subira par la suite un traitement antichlore. Donc voilà, il y a plein de traitements et c'est ça que j'aime pas dans le Superwash. Je préfère une 100% laine, voilà. Le cachemire, oh qu'elle est trop mignonne. J'adore. La Chine, premier producteur mondial. Alors attention, parce qu'il y a des pays qui pratiquent le museling. Et le museling, c'est d'arracher le poil des bêtes à les faire saigner. Donc c'est les torturer quoi en fait. Donc faites attention, vous achetez vos laines. Par exemple, tout ce qui est chêne, etc. Tous les sites chinois comme ça. Moi, j'achète absolument pas là-bas parce que c'est sûr que les animaux ont été maltraités.
Il se divise en deux pays, la Mongolie proprement dite et la Mongolie intérieure. Donc ça c'est là où il y a le climat idéal pour le Cachemire. La chèvre angora, elle voit plus rien la pauvre. Ils sont où ses yeux? Je les vois pas moi. Regardez-moi ça, toutes ces fibres, tous ces... Oh là là, ce qu'on pourrait tricoter avec tout ça. Les chèvres sont tondues 2 fois par an à partir de l'âge de 6 mois et produisent 2 à 4 kilos de fibres par an. Imaginez, c'est pour ça que l'angora et le cachemire, tout ça c'est cher. C'est parce qu'en fait, les animaux produisent très très peu. Et c'est le kid mohair, donc la chèvre. L'angora, petit lapin comme ça aussi. J'avais gardé un peu de poils de mes lapins. Mais franchement, il faut en garder 3 tonnes pendant des années pour avoir de quoi se faire un 50 grammes. Du coup, j'ai tout jeté. Mohair des fermes de France. Mohair de nos chèvres. Donc ça, c'est des marques de mohair. Un lapin produit environ 1 kg de poils par an. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Oh, c'est beau ça. Qui n'aimerait pas dormir dans ce panier? En plus, moi, je rentre. L'alpaga. Donc, l'alpaga... donc, on a le suri et le wakaya. Combien... Alors, tondu une fois par an, l'alpaga fournit entre 2 et 5 kg d'une fibre dont les couleurs varient du blanc au noir en passant par des nuances de gris de brun. Voilà les nuances de l'alpaga non teint. Et du coup, avec du non teint, on peut faire déjà des nuances. Le chameau. Le bébé alpaga. Ils sont trop mignons. Et hop, je lui coupe la barbe. Le yak. La soie. Donc ça, c'est une fibre d'origine animale, hein, la soie. Issue du cocon des vers à soie. Voilà des petits vers à soie. Ensuite, on a les fibres végétaux. Donc, le coton, la graine de lin, le bambou. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. L'EVA, peut-être. EVA, c'est du caoutchouc. Bon, je sais pas. Donc, ah bah c'est le lin. C'est du lin, les petites fleurs violettes. Le coton. Ah, ça, on reconnaît bien, les petites boules de coton. Le bambou. Et l'autre, alors, c'était quoi la marron? C'était pas le lin. Ah, c'était du tencel. Ça, les petites fleurs de tencel. On a donc les autres fibres, viscose, nylon, stélina ou angelina. Stélina ou angelina, c'est pas angelina. C'est stélina ou... C'est quoi l'autre? Stélina ou... Bref. C'est pas angelina. C'est stélina ou argent. Stélina ou argent. Voilà, c'est pas angelina. C'est de l'argenté. Donc le nylon, le polyamide, qui sont la même chose, hein. C'est du plastique. La viscose, pareil. Les mélanges de fibres, donc on peut faire par exemple du mérino mohair, ou du mérino alpaga, ou du mérino soie, enfin voilà. Déterminer la composition d'un fibre. Brûler le fil avec une flamme
L'odeur de corne est caractérisée de fibre animale, alors qu'une odeur de papier brûlé indique plutôt une fibre cellulosique. S'ils fond, il s'agit de fils synthétiques. Si ce sont des fibres mélangées, l'identification est plus difficile. Bah forcément. Donc, préparation. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer à partir de là, puisqu'on entre dans les trucs de teinture, quoi. Pelote et chevaux, cône. Donc, un petit bobinoir, enfin un parapluie. Préparation de l'écheveau. Donc, il faut placer des liens à plusieurs endroits, comme font les teinturières quand on reçoit les écheveaux et quand on coupe pour mettre en cake. Voilà. Lavage de l'écheveau, donc avant de teindre, il faut laisser tremper. Moi, je laisse tremper toute une nuit dans du vinaigre et de l'acide citrique. Voilà. On parle de lavage, mais il s'agit simplement d'un trempage. Voilà. C'est on le lave pour ouvrir les écailles de la laine et pour permettre à la teinture de mieux être fixée et de mieux être teint en fait. Enfin, on permet à la laine de capturer le plus possible de teinture. Sinon, la teinture ne tient pas. Cas particulier, la soie. Vous noterez que la soie a une odeur particulière lorsqu'elle est mouillée. Elle est très imperméable et il est assez difficile d'en retirer l'air. Bien souvent, il faut l'immerger plusieurs fois avant de ne plus l'avoir flottée. Le mieux est de la faire tremper une nuit. Ouais, bah c'est ce que je fais avec tout. Je fais tremper la nuit. Alors, vinaigre ou acide citrique. Le vinaigre peut être fabriqué à partir de différentes sources comme la pomme, le vin, mais la forme la plus pure de vinaigre est le vinaigre blanc distillé. Le vinaigre contient de l'acide acétique, C2H4O2. La plupart des vinaigres que l'on trouve très facilement à moindre coût dans le commerce contiennent 5% d'acide acétique. C'est la forme que nous utilisons pour la teinture. Le vinaigre n'est pas un mordant. Les mordants agissent comme des connecteurs. Alors, qu'est-ce qu'un mordant? C'est un quoi? Le mordant, c'est par exemple du fer. C'est ce qui va permettre de modifier la couleur. Par exemple, si vous teignez du bleu, alors les couleurs, je vais les dire au hasard, hein, complètement, parce que j'ai jamais teint avec du mordant. Je teins toujours avec de l'acide citrique, moi. Mais par exemple, si vous teignez du bleu et que dedans vous plongez une cuillère en fer qui peut potentiellement rouiller, ça va créer une réaction chimique et le coloris va changer en fait. Donc ça, vous pouvez l'obtenir grâce au fer, grâce au cuivre aussi, je pense, et à plein d'autres petites choses comme ça qui s'appellent des mordants. Voilà. En général, 10 g d'acide citrique en poudre équivaut à 100 ml de vinaigre. Donc l'acide citrique n'est pas volatile, donc ne dégage pas d'odeur lorsqu'il est chauffé, contrairement donc au vinaigre blanc. Donc si l'odeur du vinaigre blanc vous dérange, préférez l'acide citrique. Préparation des colorants. Voilà, voilà. Méthode de la solution mère. Il est plus aisé de travailler avec une solution mère. Il est plus facile à mesurer qu'une quantité de poudre. Donc on prépare nos solutions mères et ensuite on peut teindre. Hop. Technique. Donc ça, on a différents effets sur la laine. Donc solide. Donc ça c'est une couleur solide. Semi-solide. Moi j'aime bien faire du semi-solide avec des nuances dedans. Je trouve ça trop beau. Ensuite, donc on a des multicolores. Ça j'en ai fait aussi déjà, des multicolores.
Alors, il faut faire attention, les multicolores se font en plusieurs bains. Parce que si vous mélangez toutes les couleurs dans le même bain, eh ben, en fait, elles se chevauchent et elles se mélangent. Et du coup, ça donne pas les couleurs que vous attendiez. Si par exemple, vous mettez du bleu et du jaune, avant que le bleu ne soit cuit, par exemple, ou avant que le jaune ne soit cuit, moi, je fais toujours en deux cuissons. Si vous faites dans la même cuisson, ben, ça va se toucher à un moment donné et faire du vert au milieu. Alors, à moins que ce soit un effet recherché, ok, mais si ça ne l'est pas, faites attention. L'autorayant, le gradient, donc c'est un fil qui se dégrade, donc en général on a du plus clair à l'intérieur au plus foncé, mais aussi on peut avoir différentes couleurs. Alors ça c'est bien pour... les gradients, j'en ai jamais trop testé, à part pour les chaussettes, et encore parce que moi avec 50 grammes, je fais une paire de chaussettes. Donc en fait j'ai pas le temps d'utiliser la moitié du gradient que mes paires de chaussettes sont finies en fait. Et je trouve ça très dommage d'utiliser un gradient. Et pour un pull, c'est dommage aussi parce que au niveau du col, on a moins de mailles. Donc on va utiliser plus de laine au début. Et sur la fin, quand on aura plus de mailles, eh ben, les rayures seront moins épaisses. Donc les gradients, je suis pas trop fan. Ensuite, on a des mouchetés ou des speckles. Différents modes de cuisson. Donc, par immersion à la casserole, donc ça, c'est quand on veut du solide ou semi-solide, ou même un dégradé, mais d'une seule couleur. Par exemple, quand je veux un dégradé, c'est-à-dire un écheveau qui va du plus clair au plus foncé, ou du plus foncé au plus clair, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour la casserole. On verse une partie de l'écheveau dans la casserole, on attend. Ensuite, on verse une autre partie, on attend, et ensuite on verse la fin. Ce qui veut dire que la première partie qu'on aura immergée aura eu plus de temps en contact de la teinture et du coup sera plus foncé que la dernière partie. Méthode par immersion au micro-ondes. Donc ça, je ne connais pas du tout, j'ai pas de micro-ondes. Méthode à la vapeur, j'ai jamais fait non plus. Je pourrais parce que j'ai un appareil vapeur. Donc méthode à la vapeur au micro-ondes. Teindre une couleur solide. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on met en immersion dans le bas. Oh qu'il est beau. Très belle couleur solide. Teindre une couleur semi-solide. Voilà le résultat. On peut faire aussi avec des glaçons. C'est pas noté dans ce livre. Un écheveau multicolore. Ah bah si, des glaçons. Écheveau multicolore avec des glaçons. Donc en fait, on pose son écheveau, on prépare ses glaçons à l'avance et on vient poser les glaçons à différents endroits sur l'écheveau. Et là, bah, quand ça fond, en fait, la couleur vient se mettre sur l'écheveau. Une fois refroidi, voilà ce que ça donne avec les glaçons. Voilà. Mais là, je trouve que les couleurs sont un peu plus aléatoires parce que quand ça fond, ça peut se toucher et du coup se mélanger. Ensuite, les autorayants. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez quand j'éteins mes autorayants, mais c'est tout un bazar à préparer les chevaux. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait dans l'autorayant. Hein. C'est bien préparer les chevaux parce qu'il faut que les chevaux, je sais pas s'ils le disent ici, mais moi ils mesuraient plus de 6 mètres.
Ah bah ils disent d'environ 5 mètres. Voilà. En fait, il faudrait que je fasse ça. Mais il faudrait avoir un jardin, quoi. Ou des chaises à éloigner très très loin. Et moi, j'avais pris, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris l'anse de mon panier. Et à l'autre bout, j'avais mis mon parapluie. Pour essayer de le tendre un maximum. Parce qu'en fait, plus il est tendu, plus les rayures sont fines. Teindre un gradient. Donc voilà ce qu'on obtient quand on fait un gradient. Fil en gradient avec une planche. Donc là, c'est pour teindre le gradient. On peut faire comme ça. On le met sur une planche et on immerge la planche. Et vous voyez ce que je vous disais, donc quand on immerge les chevaux, on peut le faire aussi comme ça. Donc là, vous voyez que c'est plus foncé et on va au plus clair. Voilà le résultat. Ensuite, les écheveaux mouchetés. Donc moi, je fais cette technique avec une petite cuillère. Les nuances, c'est ce que je préfère. Donc soit on peut mettre la poudre comme ça sur les écheveaux pour faire des speckles. Soit on prépare une solution mère et moi c'est ce que je fais. Et je verse en fait sur les écheveaux. Par contre, il faut faire très attention parce que plus on met de solution mère, plus il y a d'eau et plus il y a des risques que les teintures se mélangent entre elles. Hop. Les finitions, donc remettre en écheveau. Ah, ça c'est trop beau. Les problèmes. Ah mince, il peut y avoir des problèmes. Présence de zone blanche sur le fil. Alors ça, c'est souvent lié au lien que l'on serre trop fort. Du coup, si ça fait comme un mur et la teinture ne passe pas. Donc sous le lien, c'est souvent blanc. Enfin, si on serre trop fort. Du coup, moi, c'est vrai que j'essaye de ne pas serrer trop fort. Alors, cela peut être dû à des écheveaux trop nombreux dans le bain. Oui, aussi, forcément, s'il n'y a pas assez de place. Des zones plus claires sont souvent la cause de liens trop serrés. Voilà. À des huiles ou après sur des écheveaux non lavés avant teinture. Donc, si vous avez mal préparé votre écheveau, la teinture ne prend pas, comme je vous ai dit. Une couleur qui change, ça c'est ce que je vous ai dit. Attention au chlore contenu dans l'eau du robinet. C'est pour ça que moi toujours je la chauffe avant à la bouilloire. Il peut s'éclaircir, soit carrément changer la couleur. C'est les réactions chimiques que l'on obtient donc avec les. Alors c'est pas un mordant, enfin je sais pas si le chlore est considéré comme un mordant naturel. Mais on peut, du coup, ça peut être fait exprès pour changer une couleur. Le bain de teinture ne s'épuise pas. Vérifiez le pH. Ajoutez du vinaigre ou de l'acide citrique. C'est que le bain n'est pas forcément trop acide. Mon noir n'est pas vraiment noir. Ah bah ça, toutes les teinturières le diront, hein, je pense. Ensuite, recyclez vos contenants. Ne jamais jeter un bain de teinture non épuisé. Jetez les bains de teinture épuisés de manière responsable. Moi, je les jette pas, je les garde et je fais des mélanges après. Comme ça fait d'autres coloris, tout simplement. Donc voilà où trouver des fils à teindre. Donc moi, je me sers surtout chez Lily Neige et chez Laine et Tricot. Pour l'instant.
parce que j'aimerais bien, chez mon producteur roumain aussi, mais là on n'a pas, en fait chez le producteur roumain, on n'a pas toutes les qualités que l'on veut. On a juste, alors là il a sorti une nouvelle gamme, je l'ai jamais testée encore, mais moi la seule qualité que j'ai essayée pour l'instant, c'est 70% mohair, 30% mérino. Donc en fait tout dépend de la base qu'on veut. John Herbal Textiles, alors ça faut faire attention quand on commande en Angleterre à cause des frais de port et des frais de douane. Voilà, voilà. La teinture, on peut la trouver. Donc on a toutes ces marques, mais attention à ce que je vous ai dit. Il n'y a que celle-ci qui est certifiée GOTS. Du savon, de l'acide citrique, de l'urée, tout ça on trouve chez Lily Neige. Voilà pour livre de teinture Chania Catherine. Je sais pas comment t'appeler. J'espère que ça t'aura plu. Et j'espère aussi que tu comprendras que je ne puisse pas dévoiler tous les secrets pour faire telle et telle teinture. Je pense que si tu veux te lancer dans la teinture, il faut investir dans le livre, tout simplement. Après, tu t'en sers pas, c'est un autre problème, mais ça peut t'apporter des bases. Moi, alors, je l'ai acheté parce que c'était dans le kit de teinture, dans le kit de démarrage. Du coup, le livre plus le kit de démarrage, ça faisait pas beaucoup plus que sans le livre. Du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne base. Et je l'ai lu, je le feuillette, etc. Bon, ce qu'il y a dedans, je le savais parce que j'ai déjà regardé des vidéos sur YouTube avant. J'avais déjà emprunté des livres, moi, à la médiathèque, et etc., etc. Et je m'étais déjà renseignée, j'avais déjà regardé une vidéo, tu peux regarder aussi By Night. Elle a fait une vidéo où elle montre de la teinture à l'oignon, je crois. Y a qui encore? Il y a Noémie de You Need to Learn qui a fait une vidéo pareil pour... elle a montré comment teindre un autorayant, je crois. Moi, j'en ai fait quelques-unes aussi. Tu tapes Tricotine by Sandrine teinture et je pense que tu auras quelques vidéos qui vont apparaître. Parce qu'en fait, quand je fais de la teinture, j'essaie de filmer, surtout au début. Je filmais, par exemple, ma teinture à l'oignon, c'est pareil, je l'ai filmée. Donc, vous pouvez... Alors, la teinture au lilas, non, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait la teinture au lilas et du coup, j'avais pas filmé du tout. Enfin, c'était juste pour moi, j'avais pas de chaîne YouTube, rien du tout. Je sais même pas si je connaissais YouTube il y a 10 ans. et, donc, j'avais pas filmé. Mais depuis que j'ai une chaîne YouTube, je filme tout ce que je fais. Donc, tu peux retrouver soit dans mes vlogs, soit dans des vidéos spéciales teinture. J'ai fait une ou deux vidéos spéciales teinture. Donc, celle à l'oignon, je crois. Et celle quand j'ai teint en rouge pour mon pull que j'ai testé pour Malorae. Donc c'était une teinture que j'ai fait sur de la plotulopie et sur du mohair. J'ai galéré à mettre la plotulopie en écheveau pour la teindre. Parce que comme la plotulopie est en galette, j'ai pas teint la galette comme ça. Je l'ai d'abord mis en écheveau et vous savez comme la plotulopie est fragile. Et du coup, alors quand on tricote, on peut faire attention parce qu'on tire un peu à l'avance. On dépelote, hein. Enfin voilà, je sais pas comment dire. On prend du fil d'avance pour tricoter et du coup ça se casse pas. Mais pour bobiner autour du bobinoir, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc ça vous le retrouvez chez Lily Neige sans aucun problème. Sauf s'il est en rupture de stock. Voilà. Voilà, c'est tout, hein. Ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit livre vous aura plu. Alors, est-ce qu'un livre de teinture est nécessaire Alors, nécessaire, non. Moi, je dirais rien de mieux que de faire ses propres essais. Mais il y a peut-être quelques petites bases. Par exemple, savoir qu'il faut mettre de l'acide citrique, laisser tremper la nuit son écheveau avant de le teindre. Ça, c'est des petites bases qu'on peut apprendre dans le livre. Quand vraiment on est hyper débutante,
on peut l'apprendre dans le livre, donc c'est utile. Indispensable, non. On apprend de ses erreurs. Si vous commencez et que vous ne laissez pas tremper un écheveau avant de le teindre, la teinture va pas prendre. Vous allez voir qu'il y a un problème. Je pense que automatiquement vous allez aller chercher sur internet pourquoi mon... Enfin, je pense que sur internet on peut trouver beaucoup de réponses à nos questions. Donc je dirais que le livre n'est pas indispensable, mais il est très utile. Voilà, aux débutantes. Après, pour s'améliorer et tout, à part les dosages de... Et encore, hein, enfin, les dosages de poudre, je dis on fait un peu sa sorcière et, et on teste par nous-mêmes en augmentant ou diminuant les doses à chaque fois, jusqu'à ce qu'on ait une couleur qui nous plaise en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Alors oui, du coup, ça prend du temps. Ça prend de la teinture, ça prend des écheveaux. Mais ce que vous avez teint avant d'arriver à votre optimal, vous pouvez le tricoter. C'est pas perdu. C'est pas parce que c'est pas la couleur que vous vouliez au début que vous allez jeter ce que vous avez teint au début. Du coup, je pense que c'est pas mal de voir si vous rajoutez 1 gramme, si vous rajoutez 3 grammes, la différence qu'il y a entre les deux. Ça vous permet de savoir nuancer en fait. Et je pense qu'il vaut mieux passer par cette étape-là que d'avoir toute, par exemple, de vous dire que si je mets 5 grammes, la couleur va être comme ça. Oui, mais si je veux pas d'une couleur comme ça, c'est pas écrit dans le livre comment nuancer en fait. Donc je pense que moi j'ai acheté le livre parce que c'est dans le kit. Si j'avais eu la couleur toute seule, beaucoup moins chère qu'avec le livre, peut-être j'aurais pas pris le livre. Voilà, je sais pas. Je je le lis de temps en temps. Voilà, je m'en sers. Après, je vais voir pour le mélange des couleurs aussi. Ça peut être intéressant si on veut pas utiliser un écheveau, parce que on se dit on va faire un essai sur un 20 grammes. Oui, mais sur un 20 grammes, le résultat ne sera pas le même que sur un 300 grammes. Vu que moi, en général, je teins par 300 grammes, il faut que je multiplie par 15, 150, 15. Mon taux de poudre pour avoir la même quantité sur 300 grammes. Du coup, ça, après, c'est des tests. Moi, je dis qu'il vaut mieux tester. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. 1h42, et c'est de pire en pire. Heureusement que c'est le dernier. Hein. Je vous souhaite un très bon Halloween. J'espère que plein de petits monstres viendront sonner à vos portes. Moi, je donne pas de bonbons. Alors, cette année, je donne rien parce que je suis au travail à partir de midi. Donc, voilà. Mais les autres années, ce que je faisais, c'est que je faisais des beignets ou des crêpes et je leur donnais des beignets ou des crêpes. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les bonbons. Voilà, et en plus, ça leur fait leur goûter. Parce qu'un bonbon, ça fait pas le goûter. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain!